Les États-Unis d'Amérique annoncent un soutien financier du G5 Sahel de 60 milliards de francs CFA. La question était sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies le 30 octobre dernier. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso fait le point à Ouagadougou. C'est le menu de ce journal. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Et pour ouvrir ce journal, le système des Nations Unies au secours des femmes victimes de violences en Afrique, un programme dénommé Paquet de services essentiels pour les femmes et les filles victimes de violences lancé à Ouagadougou par l'UNFPA pour aider les pays à fournir de meilleurs services à ces filles et femmes. Le Burkina Faso, qui fait figure d'exemple dans la prise en charge de la question, est l'un des pays qui pilote le projet Yacouba Gamene. Nathalie Savadogo Nabaloum. Malgré les dispositions prises au niveau international et national pour lutter contre les violences faites aux femmes, force est de constater que les statistiques dans tous les pays du monde sont peu reluisantes. Au niveau mondial, une femme sur 3 a subi des violences physiques et ou sexuelles. C'est pourquoi plusieurs agences du système des Nations Unies s'engagent aux côtés des pays pour les accompagner à renforcer leurs projets visant à l'autonomisation des femmes. Le programme vise à renforcer les acquis, mais en même temps à définir les défis avec l'ensemble des intervenants de manière à mettre en place des interventions complémentaires à ce qui se fait dans tous les secteurs impliqués, notamment les services sociaux, la santé, la justice, la police, l'éducation, pour que lorsque une femme ou une fille est victime, quel que soit par où elle rentre, la porte d'entrée, qu'elle puisse bénéficier d'un service complet et de très bonne qualité. Le projet existe il y a de cela 1 an. En Afrique de l'Ouest, c'est le Burkina Faso qui a été désigné pour faire partie des pays pilotes au regard des avancées notables observées dans la prise en charge de certaines violences faites aux femmes. Cela va nous permettre à ce que tous les acteurs intervenant dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles puissent avoir un référentiel, un guide, un outil qui vont utiliser en permanence sur le terrain, chacun selon son domaine. Les résultats de cet atelier très attendu selon le ministre en charge des questions de la femme viendront renforcer les dispositifs de lutte contre le phénomène. La République de Chine, Taïwan, fait don au gouvernement burkinabé de matériel médico-technique d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA, composé de matériel de soins dentaires, ophtalmologiques, d'hématodialyse, néonatologie et radiologie. C'est un apport qui traduit le dynamisme de la coopération entre les deux pays, Issa Kafando et Solange Djigma. C'est dans le but d'aider le gouvernement burkinabé à assurer des soins de qualité aux populations que la République de Chine, Taïwan, a offert ce lot de matériel médical. Un geste qui exprime l'estime de Taïwan et de son engagement continu en faveur de la coopération avec le Burkina. Concernant la santé, on travaille dans ce domaine depuis longtemps. Y compris pour cet hôpital Blaise Compaoré, on est en train de continuer à fournir la formation et continuer à fournir des matériels médicaux aussi. Donc on croyait que dans ce domaine-là, il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Même on est déjà satisfait de ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant, parce qu'on sait que les demandes sont toujours énormes au niveau national. Donc je crois que pour le gouvernement de la République de Chine, Taïwan et l'ambassade, on va continuer à accompagner le gouvernement. Cet apport pour le Burkina traduit le dynamisme de la coopération entre les deux pays. C'est un ensemble d'équipements qui monte à près de 226 millions de francs CFA, composé d'éléments aussi essentiels que des générateurs pour les séances d'hémodialyse, que du matériel pour l'ophtalmologie, que du matériel pour l'hospitalisation, du matériel pour la néonatologie, du matériel pour la radiologie, ainsi de suite. Nous ne pouvons qu'être satisfaits et au nom du gouvernement et des populations bénéficiaires, remercier la République de Chine-Taïwan pour cette marque d'amitié agissante.
La République de Chine, Taïwan a initié bon nombre de projets dans le secteur de la santé, dont la mise en place d'une unité d'hémodialyse au CHU de Blaise Compaoré en vue de garantir l'accès des populations aux services sociaux de base et à la protection sociale de qualité. Autre point de l'actualité, passation de charge au ministère en charge de la culture. Issouf Sawadogo prend officiellement fonction ce jour. Le nouveau ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme souhaite poursuivre les actions de son prédécesseur pour le rayonnement du secteur. Il est installé dans ses nouvelles fonctions en présence de Daouda Ouattara et Estelle Judith Assogba. Le président du FASO et du chef du gouvernement, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. C'est fait. Le nouveau ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme prend officiellement fonction. Issouf Sawadogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, promet de donner le meilleur de lui-même pour faire rayonner la culture au Burkina Faso et au-delà des frontières. Être ministre, c'est encore un lieu extrêmement important où, en donnant le meilleur de soi-même, on peut à sa modeste façon faire progresser son pays. Les priorités, c'est de faire avancer les dossiers que mon prédécesseur n'a pas pu terminer. Et puis ensuite, asseoir un programme dans le cadre de la vision du gouvernement du président du FASO. Il remplace à ce poste Tahirou Bari, qui après avoir passé 22 mois à la tête de l'institution, dit être arrivé au gouvernement avec une mission. Et aujourd'hui, repart chargé d'enseignement. Je repars en cet instant chargé d'enseignement, chargé de leçons, chargé de reconnaissance pour tous ceux qui se sont investis nuit et jour dans des conditions extrêmement difficiles pour relever les défis qui s'imposaient au monde de la culture et du tourisme. Le nouveau ministre entre au gouvernement dans un contexte particulier suite à la démission de l'ex-ministre Bari. Et pour réussir la mission à lui assignée, il dit compter sur l'ensemble des agents et de ses proches collaborateurs. Et le ministre de la Culture démissionnaire Tahirou Bari, invité de l'émission Sur la brèche de la télévision du Burkina hier dimanche, donc 5 novembre. Le rendez-vous n'a pas eu lieu et le ministre réagit sur la non-tenue de l'émission. Nous écoutons Tahirou Bari. J'ai été invité par email par l'animateur de l'émission le dimanche 29 octobre à 11h03. Considérant que j'ai le devoir de m'expliquer devant le peuple, j'ai donné mon accord pour participer à l'émission. Ce n'est que à la veille de cette émission, soit le samedi, que j'ai été appelé par l'animateur pour m'informer que l'émission n'aura plus lieu. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont guidé la non-tenue de cette émission, mais si c'est la vérité qu'on veut assassiner, qu'il sache qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Quelle que soit la puissance d'une personne, quels que soient les pouvoirs qui lui sont dévolus, cette personne ne pourra jamais empêcher la lumière du jour de s'étaler, quelle que soit la profondeur de l'obscurité. Propos recueillis par Daouda Ouattara et Estelle Judith Assogba. Autre point de l'actualité, la mangue au cœur d'un symposium à Bobo Dioulasso. Les acteurs de la filière explorent toutes les possibilités de relance de cette filière qui connaît pas mal de difficultés en ce moment, des pistes de production à la commercialisation en passant par la transformation, des précisions avec Mané Kahien et Moumouni Baro. Pour mieux combattre la corruption au Burkina Faso, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique sensibilise ici à Bobo Dioulasso les acteurs de son département sur le fléau. Une pratique qui a la peau dure dans plusieurs secteurs d'activité du pays. Vous savez que c'est un phénomène très complexe. C'est une infraction dont la preuve est difficile à rapporter. Je pense qu'un progrès a été fait, mais en milieu judiciaire, il faut la tolérance zéro. Parce que la justice, c'est le dernier rempart. On ne peut pas comprendre que le dernier recours, que le corrompu juge le corrompu.
à travers 3 communications portant sur l'inspection technique des services, les manifestations et les conséquences de la corruption dans les milieux judiciaires et pénitentiaires. Les participants s'approprient les instruments juridiques. Les manifestations de la corruption en milieu judiciaire et pénitentiaire peuvent être définies comme l'ensemble des procédés par lesquels les acteurs de la justice, que sont les magistrats, avocats, greffiers, GSP, notaires et huissiers, etc., par lesquels ils procèdent pour pouvoir exécuter les pas correctifs, à savoir prendre l'engagement de monnayer les attributions de sa fonction au détriment du justiciable. L'ampleur du phénomène de la corruption a nécessité l'instauration par les Nations Unies d'une journée internationale de lutte contre la corruption. Une journée célébrée le 9 décembre de chaque année. Nous ne sommes pas à mesure de vous proposer le reportage sur le point de presse animé par le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Bari. Ce sera dans nos prochaines éditions. Nous allons poursuivre ce journal avec l'actualité internationale et nous allons aux États-Unis où une fusillade a encore eu lieu ce dimanche. Donc, le carnage a eu lieu cette fois au Texas dans la matinée, donc dans une église en culte. Le bilan provisoire de la tuerie, 26 morts et une vingtaine de blessés. Au moins 26 morts. L'effroyable bilan de la fusillade de Sutherland Springs laisse traumatiser cette petite communauté du Texas. C'est la fin de matinée, heure locale, lorsqu'un homme ouvre le feu sur une église baptiste de ce petit hameau avant de continuer son massacre à l'intérieur du lieu de culte. Il sera finalement retrouvé mort peu après à bord de son véhicule. Il s'agit de la pire fusillade de l'histoire de cet État du sud des États-Unis. Parmi les victimes, la fille du pasteur, seulement âgée de 14 ans. On ne pense jamais que quelque chose comme ça pourrait arriver. Ces gens ici laissent leurs portes ouvertes la nuit, ils font confiance. Le profil de l'assaillant est pour l'instant peu clair. Selon des médias américains, il pourrait s'agir d'un ancien militaire d'une vingtaine d'années. Depuis le Japon, où il était en visite, Donald Trump a réagi à l'annonce de la fusillade. Cet acte malfaisant est arrivé alors que les victimes et leurs familles étaient dans un lieu de dévotion sacré. Il n'y a pas de mots pour décrire la douleur que nous ressentons. Dans les larmes et la tristesse, nous restons forts. And through the sadness, we stand strong, oh so strong. Cette tuerie intervient seulement 5 semaines après celle de Las Vegas, la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. En juin 2015, un lieu de culte en Caroline du Sud avait également été pris pour cible. L'assaillant était alors un suprémaciste blanc. Il avait fait 9 victimes. Et puis, en Arabie Saoudite, le prince héritier qui promet de faire du royaume un État plus modéré et plus tolérant a entrepris des réformes dans ce sens. Le prince Mohammed Ben Salman s'attaque à la corruption à travers une purge, pour donner l'exemple. Une vague d'arrestations de ministres et hommes d'affaires pour affirmer son autorité. Une purge pour l'exemple en Arabie Saoudite. 10 princes et des dizaines d'anciens ministres ont été arrêtés ce samedi sur décision d'une commission anticorruption. L'annonce émane de la chaîne Al Arabiya financée par Riyad, mais elle n'a pas été confirmée par des sources officielles pour l'instant. L'instance créée récemment est dirigée par Mohammed Ben Salman. Le prince héritier, qui a la main sur les fonctions stratégiques du royaume sunnite, attend la passation du pouvoir qui doit être effectuée par son père, le roi Salman, âgé de 81 ans. S'il a mis en chantier une série de réformes, il a aussi ordonné une vague d'arrestations de dissidents afin d'affirmer son emprise politique. Ali, dans l'apparition de ce jour au Burkina Faso, la marche-meeting organisée par le MBDHP et plusieurs organisations de la société civile, c'était samedi dernier pour dire non à l'injustice et à la malgouvernance. La revue de la presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Crimes économiques, crimes de sang, bref, impunité tout court, et ce ne sont pas mes mots, mais plutôt des mots, des griefs, dont s'en affligent les OSC, reine de la route le samedi dernier, détrompez-vous, ce n'est pas la petite reine, le Tour du Faso dont d'ailleurs la 30e édition a été remportée par le royaume chérifien, le Maroc. Et pour revenir à ces OSC, sous la houlette du MBDHP,
Elles ont asphyxié les artères de la capitale par une marche-meeting pour réclamer justice, titre simultanément l'Express du Faso et les éditions Sidoya. Les marcheurs relèvent l'Obs et Aujourd'hui au Faso ont affiché leur hostilité vis-à-vis de l'impunité. Pour les éditions Le Pays, les OSC tirent la sonnette d'alarme contre la malgouvernance et ce message, analyse notre confrère, je cite, est un premier vrai coup de semonce contre Rochmar Christian Kaboré. Fin de citation. Et dont tu devras d'ailleurs et sérieusement mesurer les implications immédiates et futures, allusion faite à la présidentielle de 2020. D'autant plus, ajoute le journal Le Quotidien, je cite, qu'il appartient au peuple d'apporter sa réponse politique à cette provocation du pouvoir actuel. Quelle provocation? Vous posez certainement la question. Elle reste en tous les cas posée. Et c'est la fin des informations pour la mi-journée. Merci de votre attention. Excellent après-midi à tous et à toutes.